Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui traite du gaslighting. Je suis Lily Bass, coach thérapeute holistique et j'accompagne les personnes dans leurs problématiques de vie ou leur processus d'individuation à travers le prisme de l'attachement et des polarités. Je vous propose de redéfinir la toxicité à travers de nouveaux formats de vidéos. En effet, plutôt que de travailler uniquement avec les victimes de personnes toxiques pour les aider à se reconstruire, se réparer, se protéger des comportements toxiques, je préfère aujourd'hui proposer une nouvelle approche, c'est-à-dire apprendre à ne plus générer les comportements toxiques. Pour ce faire et pour chaque mécanisme toxique, je ne parle plus de personnes toxiques et de victimes, mais plutôt de générateurs, ceux qui émettent les comportements toxiques, et d'impacter ceux qui subissent les comportements toxiques. Je vous propose pour chaque mécanisme toxique une série de 5 vidéos. La première vidéo, vous avez pu le voir pour le gaslighting, c'est le comportement toxique du côté des impactés. Avec un fond bleu. Très important, les fonds, les codes couleurs pour les vidéos, fond bleu. La seconde vidéo, vous pouvez le voir pour celle-ci, c'est le comportement toxique du côté des générateurs, fond rouge. Vous aurez la troisième vidéo, c'est le comportement toxique vu avec un aspect thérapeutique et avec l'idée de faire un pont entre les générateurs et les impactés quand c'est possible. Ce sera avec un fond vert. Les vidéos 4 et 5, généralement c'est un fond noir. Ce sont des vidéos qui sont des vidéos premium pour mes consultants actifs uniquement. La vidéo numéro 4 sera une vidéo axée sur des outils pour pouvoir se protéger de mécanismes toxiques, donc pour les impacter. La vidéo numéro 5, ce seront des outils pour pouvoir apprendre à ne plus générer le comportement toxique. Ça sera pour les générateurs. Aujourd'hui, je vous parle donc du gaslighting du côté des générateurs. Allez, c'est parti. Alors, on se refait la définition du gaslighting. Si vous ne l'avez pas vu dans la vidéo précédente, d'ailleurs, je vous invite, que vous soyez générateur ou impacté, je vous invite à aller voir la première vidéo et à les suivre dans l'ordre pour pouvoir y voir plus clair. Alors, on va quand même se refaire une définition du gaslighting. Donc, le terme gaslighting, il provient de la pièce de théâtre Gaslight qui a été créée en 1938. Il y a eu un film qui s'appelle Antise en 1944 où on voit un mari qui essaye de manipuler sa femme pour lui faire croire qu'elle devient folle en modifiant discrètement des éléments de leur environnement, comme notamment l'intensité des lampes à gaz, et donc il nie de l'avoir fait. Gaslight, c'est devenu une métaphore universelle pour désigner ce type de manipulation. Aujourd'hui, le terme, il est utilisé surtout pour décrire des situations. Alors, ça peut aller des relations personnelles aux dynamiques professionnelles, sociétales, et on va aller du simple déni, par l'abuseur des moments pénibles jusqu'à la mise en scène d'événements désorientants. Dans la vidéo, nous avons exploré, donc la vidéo numéro 1, nous avions exploré donc 3 types de gaslighting. Je vous avais dit que selon moi, il y en avait 3. Il y a le gaslighting de premier type, qui est un gaslighting défensif ou occasionnel, qui est un comportement toxique qui peut arriver en fait à tout le monde dans des moments d'émotion intense. C'est un comportement qui est souvent limité à une situation précise et surtout qui n'a pas d'impact durable, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui peut être fait à chaud, mais on va pouvoir revenir dessus, s'excuser et dire attention, voilà, je pensais pas à ce qui s'est passé. Je ne voulais pas invalider ni ton vécu, ni ton ressenti, ni ton expérience, etc. Donc ça, c'est le premier gaslighting. Et grosso modo, tout le monde peut en faire. On a ensuite le gaslighting, on va dire, de type 2. De type 1, c'est un grand mot, mais voilà, le deuxième type de gaslighting, qui lui est un gaslighting plutôt ancré et inconscient. C'est un comportement qui est toxique, qui est fréquent, qui est issu de schémas inconscients et d'une mauvaise gestion émotionnelle. Bien qu'il soit inconscient, il va avoir quand même des impacts délétères, voire destructeurs sur les relations et sur les impactés. Et attention, j'insiste là-dessus, inconscient
ne signifie pas que le générateur n'a aucune conscience de ses actes. C'est le pourquoi du comment qui est inconscient, c'est un automatisme, mais le générateur peut être quand même conscient qu'il est en train de gaslighter. Et enfin, on a le troisième type de gaslighting dont je ne traiterai pas, qui est le gaslighting conscient, volontaire et manipulateur, qui est un gaslighting systématique, totalement destructeur. C'est un gaslighting qui est utilisé pour contrôler, pour dominer, pour garder le pouvoir. Et c'est typiquement ce gaslighting-là qu'on va observer chez les personnes extrêmement toxiques comme les pervers narcissiques. Cette vidéo, et d'ailleurs toutes les autres, s'adresse aux personnes qui ont des comportements toxiques qui ne sont pas de cet ordre. Donc pour cette vidéo, je m'adresse uniquement aux générateurs de gaslighting de type 1 et 2, c'est-à-dire ceux qui souhaitent vraiment travailler sur leur comportement toxique. Ceux qui ont des comportements qui sont inconscients, qui sont générés très souvent par de la souffrance. Dans tous les cas, je ne m'adresserai pas aux pervers narcissiques ni aux grands manipulateurs, tout simplement parce que il n'y a aucune intention de changement. Vous êtes dans une mécanique, je dis vous, mais très certainement de toute façon ils n'écouteront pas. Mais de ce côté-là, c'est plutôt une mécanique de domination, de pouvoir, de contrôle et donc de manipulation toujours. Donc, adios amigos, si vous étiez là, vous pouvez vous en aller. Dans cette vidéo, cher générateur, le but ne sera par contre pas de vous culpabiliser, même si je vais être brutale. Attention, la vidéo rouge, elle est complexe, c'est pour ça que le fond est rouge. Je vais quand même poser les choses de manière implacable sur certaines choses, notamment sur le fait d'avoir ce comportement-là. Le but, c'est vraiment pas de vous culpabiliser, c'est plutôt de vous responsabiliser, de vous proposer une autre voie possible et d'adopter quand même un ton ferme sur les comportements toxiques. Alors bon, on va le prendre quand même tranquille. En premier, on va commencer par parler des déclencheurs du gaslighting, parce que pour changer, il faut comprendre. Faut comprendre d'où est-ce que vient le comportement. Et le gaslighting, comme de nombreux comportements toxiques d'ailleurs, n'apparaissent pas par hasard. C'est souvent une réponse à des émotions intenses, à des schémas inconscients. Et donc dans cette partie, je vais essayer un petit peu de vous aider à identifier quelques déclencheurs qui peuvent vous pousser à utiliser ce mécanisme pour que vous puissiez mieux les reconnaître et commencer peut-être à les transformer. Le but, vraiment, j'insiste là-dessus, le but n'est pas de vous juger, mais de vous donner des clés pour avancer. Alors en premier, on va avoir les déclencheurs émotionnels. Il faut savoir que le gaslighting, c'est souvent une réaction automatique, à des émotions difficiles à gérer, comme la peur, la honte, la colère, donc les mauvaises émotions. C'est une manière de se protéger dans une situation difficile à gérer. Je vous donne quelques déclencheurs émotionnels assez fréquents. Vous avez la peur de perdre le contrôle. Vous ressentez une peur intense face à l'idée de perdre un conflit ou de ne plus maîtriser une situation. Le gaslighting devient alors une manière de reprendre le dessus en invalidant ou en minimisant l'autre. Vous avez la honte lorsque quelqu'un pointe une erreur ou un comportement de votre part qui est peut-être pas ok ou un reproche parfois. Cela peut vous provoquer un sentiment de honte, voire de culpabilité. Et pour éviter de perdre la face, vous pouvez réagir en niant ou en minimisant ce qui s'est passé, donc en invalidant le ressenti ou la vérité de la personne en face de vous. On va avoir aussi la colère. Si vous vous sentez incompris ou incomprise, attaqué, la colère peut surgir. Cette émotion, elle est difficile à gérer, elle peut entraîner des réactions impulsives, excessives, et nier l'expérience ou les émotions de l'autre pour gagner dans l'échange peut être une façon de réguler cette colère. C'est une réponse automatique. Il y a aussi l'insécurité, donc lorsque vous doutez de votre propre valeur, alors très souvent on peut retrouver aussi un sentiment d'infériorité ou alors un sentiment de mise en infériorité par la personne en face de vous. Si vous doutez aussi de votre légitimité dans une relation, dans une situation,
le gaslighting va devenir une manière inconsciente, quelque part, de masquer ses insécurités. En invalidant l'autre en face, vous allez chercher inconsciemment à vous protéger. Alors, je vous donne un exemple qui est assez courant. Imaginez que vous êtes en désaccord avec un proche et qu'il vous reproche un comportement blessant. Plutôt que d'accepter ou de discuter calmement, vous pouvez répondre instinctivement « Je n'ai jamais dit ça, tu inventes ». Alors, ça c'est quelque chose qui arrive très très souvent. Je vais faire une distinction pour les polarités yin et pour les polarités yang. Alors pour les polarités yin, dans une situation où l'on vous reproche un comportement blessant, deux facteurs peuvent entrer en jeu. Alors attention, je vous avais déjà fait la récap sur les polarités yin ou les polarités yang dans la vidéo 1, je ne la ferai pas là-dedans. Si vous avez écouté la vidéo 1, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez pas écouté la vidéo 1, allez écouter la vidéo 1 avant d'écouter celle-là. Ce que je dis au niveau des polarités, donc ça reste quand même une généralité, c'est des comportements qu'on va retrouver très souvent, d'accord? C'est pas non plus quelque chose de systématique. Les polarités, ce ne sont pas des étiquettes enfermantes, c'est vraiment plus un fonctionnement général. Alors, pour les polarités yin, il y a quand même deux facteurs qui vont rentrer en jeu. En premier, le ressenti de honte profonde, la peur intense face à la critique qui va vous pousser à nier ou à éviter ces émotions. Évitement émotionnel, bim, on invalide l'autre, on invalide le ressenti, on ne veut surtout pas être intrusé aussi par les émotions de l'autre. On a aussi autre chose pour les polarités yin et il faut en parler, c'est si vous étiez dissocié lors du comportement en question, lors du comportement que l'on vous reproche, donc si vous étiez déjà dans une situation d'émotion, d'intense émotion au moment où quelque part s'est passée la situation que l'on vous reproche, évitement émotionnel, dissociation. Vous étiez donc absent émotionnellement, présent physiquement, mais absent d'une manière ou d'une autre. Je vous renvoie à mon audio sur la dissociation. Et dans ce cas-là, nier devient un moyen de fuir la situation inconfortable et d'effacer l'émotionnel de l'autre. Et très souvent, vous ne vous en souvenez pas pour de vrai. Donc c'est là où du coup, c'est un mécanisme de gaslighting, alors même que vous ne vous en souvenez pas. C'est là aussi qu'on va parler d'inconscience. Et donc, ça vous permet aussi d'éradiquer. Moi, je ne me souviens pas de ça. Je veux pas montrer que je m'en souviens pas forcément, donc ça n'a pas existé. Pour les polarités yang, dans une situation similaire, vous allez plutôt avoir tendance à vous accrocher au contexte et au factuel. Donc si l'on vous reproche un comportement blessant sans preuve claire ou sans contexte précis, vous allez instinctivement nier le narratif pour vous justifier. Dans ce cas, votre priorité, elle est de prouver votre bonne foi, qui est un mécanisme yang, avant même de chercher à comprendre l'autre. Dans les deux cas, mais pour les polarités yin comme pour les polarités yang, ce comportement-là, le gaslighting, c'est un comportement toxique. Et même si du coup vous avez chacun des explications, le point commun entre polarité yin et polarité yang qui utilisent ce comportement, c'est que vous êtes tout simplement absorbé par votre propre émotion au point de nier ou d'invalider l'autre. Vous n'allez pas vers l'autre, vous êtes seulement bloqué sur vous, ce que vous ressentez, ce que vous protégez. Ça vous mène au gaslighting, vous gaslightez clairement les personnes en face de vous. Alors, les déclencheurs émotionnels, on va les retrouver essentiellement dans le gaslighting de type 1, d'accord ? Là, ce que je vais vous parler maintenant, on est plus déjà dans quelque chose de plus ancré et d'inconscient, donc gaslighting de type 2. Je vais vous parler des schémas inconscients, de cet héritage un petit peu du passé ou des conditionnements. Alors, qu'on soit de polarité yin ou yang, ces schémas sont le fruit de ce que vous avez appris dans votre enfance ou dans vos relations passées. Ce ne sont pas des mécanismes qui sont innés de base, mais c'est plutôt lié à des compréhensions, des croyances limitantes et à des conditionnements. Je vous donne quelques exemples. Un environnement dans votre enfance qui a toujours été invalidant, quelle que soit la raison. Si dans votre enfance, vos émotions ou vos besoins, ils ont été ignorés, minimisés, vous avez peut-être appris à faire de même,
avec les autres, car c'est ce que vous avez connu. Alors, avant de le faire avec les autres, vous allez le faire déjà avec vous-même. C'est-à-dire, si vous êtes yang, vous allez rentrer dans la répression émotionnelle. Si vous êtes yin, vous allez rentrer dans l'évitement émotionnel. Vous allez donc quelque part invalider le fait d'avoir des émotions d'une manière ou d'une autre, donc vous allez aussi le faire chez les autres. On a aussi des modèles parentaux toxiques. Si vous avez grandi avec des figures d'autorité qui utilisaient la manipulation ou la négation pour avoir le contrôle, par exemple, vous pourriez reproduire ces comportements de manière totalement inconsciente. Il y a un truc avec les neurones miroirs, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi la mauvaise gestion des conflits. C'est-à-dire que si vous avez été exposé à des environnements où les conflits étaient mal gérés, avec des mécanismes punitifs par exemple, comme le silence radio, la manipulation, le déni, l'invalidation, le gaslighting, ben, ces réactions, elles vont devenir un petit peu vos propres mécanismes par défaut. Je vais vous donner l'exemple le plus courant. Imaginez que dans votre enfance, à chaque fois que vous exprimiez une émotion ou un besoin, on vous répondait « tu exagères »,« arrête, ce n'est pas si grave »,« tu fais du cinéma ». Vous avez peut-être appris à minimiser vos émotions. Et aujourd'hui, vous allez reproduire ça avec les autres sans même vous en rendre compte. Donc arrête, tu exagères, tu en fais trop, tu fais du cinéma, c'est du gaslighting. Je vous rappelle ici, je vais vous le rappeler plusieurs fois dans cette vidéo, que nous avons vécu dans une société où les enfants et les émotions des enfants n'avaient pas de place. Donc, nous avons vécu avec du conditionnement au gaslighting. Il y a souvent quelque chose qui est dit, c'est qu'on n'avait pas l'intention on n'a pas l'intention de gaslighter, on n'a pas l'intention de blesser, on n'a pas l'intention de manipuler. On n'a pas l'intention de ne pas comprendre les autres. Donc ça, c'est une réalité, hormis les cas très particuliers, hein, comme par exemple les pervers narcissiques ou les psychopathes, les sociopathes, etc. De base, on a envie de relationner normalement, sainement avec les autres. C'est une réalité. Mais l'ennui, c'est que l'intention et l'impact sont deux choses totalement différentes. Et aujourd'hui, donc dans cette vidéo qui traite du gaslighting, il est essentiel de prendre ça en compte. Et c'est une distinction qu'on va retrouver aussi dans tous les schémas expliqués des mécanismes toxiques, c'est-à-dire qu'il faut différencier l'intention et l'impact. C'est la base de la base. Alors, même si votre comportement il est motivé par une intention de vous protéger ou de réagir à une émotion, ça ne réduit pas l'impact négatif qu'il va avoir sur les autres. Et une fois que vous avez compris cette distinction-là, c'est une étape cruciale pour apprendre à se responsabiliser sans tomber dans la culpabilité. Si vous avez de la culpabilité, alors même si en séance, je vous apprends toujours à faire la différence entre responsabilité et culpabilité, je vais vous dire quelque chose qui va un petit peu vous titiller là, d'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment, si vous tombez dans la culpabilité, c'est peut-être à juste titre. Et donc, plutôt que vous flageller en disant « Oh mon Dieu, c'est trop souffrant pour moi et je me sens trop coupable », plutôt que d'être là-dedans et donc quelque part de ne rien faire, utilisez au contraire cette culpabilité. La culpabilité, à un moment, si on la ressent, la culpabilité est une émotion. Les émotions de base sont saines et elles indiquent quelque chose. Donc, il y a très souvent de la culpabilité qui n'a pas de raison d'être par nos schémas inconscients. Mais quand on a de la culpabilité parce que nous avons réalisé que nous avions eu un impact négatif, parce que nous réalisons aussi que peut-être que pour minimiser cet impact, nous avons utilisé un comportement toxique, comme par exemple le gaslighting, à un moment, la culpabilité, vous la ressentez pour une bonne raison. C'est les liens de cause à effet. Et donc, cette culpabilité, utilisez-la pour vous responsabiliser. Et à ce moment-là, vous allez voir que la régulation va se faire toute seule. C'est-à-dire qu'au départ, vous ressentez de la culpabilité qui va se transformer en responsabilité. Donc, la distinction entre intention et impact, elle est doublement importante. Souvent, lorsque quelqu'un vous reproche un comportement ou exprime un besoin, vous pouvez ressentir un sentiment d'échec, un sentiment d'insuffisance, un sentiment de vulnérabilité, de culpabilité, d'infériorité, d'illégitimité, etc., etc., etc. Donc quelque chose
de négatif parce qu'on vous fait un reproche. Et peut-être aussi une sensation d'injustice parce que votre intention de base n'était pas de blesser ou n'était pas de générer ce que vous reproche quelque part la personne qui vous le reproche. Et le réflexe de se justifier ou de nier peut alors vous pousser à utiliser le gaslighting comme un moyen de vous protéger et de minimiser l'impact de vos actes. Je n'avais pas l'intention de te blesser, donc je ne suis pas responsable de l'impact. Ou dans le pire des cas, je n'avais pas l'intention de te blesser, donc l'impact n'existe pas, c'est toi qui inventes. Donc là, on est dans le gaslighting pur et dur. C'est pas ok. Alors, en utilisant le gaslighting à cet endroit, vous reproduisez doublement le schéma de blessure. Je vais essayer d'expliquer. En utilisant le gaslighting, vous avez juste l'intention de vous protéger et pas l'intention de l'impact désastreux que crée le gaslighting sur l'impacté. Et l'impact est là. Mais le problème, c'est que vous avez quelqu'un qui vient déjà avec une situation, qui vient déjà vous exprimer quelque chose. Et donc, quelque chose peut-être dont vous n'aviez pas l'intention, mais qui est là réellement. Et derrière, vous utilisez le gaslighting, donc il n'y a pas de réponse aux besoins primaires. Pour le reproche, il n'y a pas de sortie de situation sur ce reproche. Et en plus, vous utilisez le gaslighting, double impact. Vous invalidez donc les ressentis de la personne en face de vous, vous lui provoquez de la confusion, parce que si vous lui dites « Ah non, mais là, ton truc, ça n'existe pas du tout », tu inventes, ah non mais moi j'avais pas l'intention donc je prends pas en compte, c'est de ta responsabilité, ah non mais tu es trop susceptible, ah non mais c'était pour rigoler, etc. etc. On est dans le gaslighting, vous provoquez une forme de confusion chez la personne, vous érodez la confiance que cette personne a en elle, mais aussi en vous. Et même si l'intention n'était pas de nuire, l'impact, il est réel. Hein. Et ça crée vraiment une double peine pour l'impacté qui se sent invalidé, manipulé, méprisé, incompris et qui surtout n'a pas de possibilité de sortir de la situation initiale. Donc là déjà on peut prendre un tips important, c'est-à-dire que même si vous n'aviez pas l'intention, écoutez l'impact et accueillez l'impact. N'invalidez jamais un impact. Reconnaître l'impact de vos actions, c'est une étape fondamentale pour commencer à amorcer un changement. Alors je sais que ça peut être un petit peu compliqué parce qu'on est là à se dire du coup le gaslighting il peut être caché n'importe où. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'est le gaslighting. Donc c'est un comportement toxique où la personne qui le génère manipule ou invalide l'autre. Invalider la vérité d'une personne, c'est la manipuler. Ça peut être fait souvent de manière subtile, parfois de manière pas du tout subtile, pour qu'elle doute de ses perceptions, de ses émotions, même de sa mémoire. Ça peut être intentionnel ou inconscient, mais dans les deux cas, ça va avoir un impact profond sur la personne impactée, qui est dite victime. Alors, si cette définition, elle est intéressante, elle est quand même basée sur l'analyse globale du gaslighting et donc, elle n'est pas forcément accessible du point de vue du générateur. Et mon but est d'amener le générateur à comprendre. Donc, pour qu'en tant que générateur, vous compreniez bien ce mécanisme de manipulation et son impact, je vais essayer de vous donner des exemples plus concrets. Bien sûr, je ne peux pas tous vous les donner, la liste est non exhaustive. Alors, le gaslighting, il prend plusieurs formes, mais l'objectif, le résultat, la volonté de résultat, elle reste toujours la même, c'est-à-dire faire douter la personne de son vécu, de ses émotions, de sa mémoire, réécrire les faits pour les adapter à votre propre avantage, amener la personne en face de vous à quelque part retirer sa réalité au profit de la vôtre. Donc, je vous donne le premier exemple, nier les faits. Dire « je n'ai jamais dit ça » ou « ça n'a jamais eu lieu », même si c'est faux. Alors, vous allez me dire « mais attends, des fois, je n'ai jamais dit ça pour de vrai, la personne l'a interprété ». C'est là
qu'est la difficulté de qu'est-ce qui est du gaslighting, qu'est-ce qui ne l'est pas. Reprenons le cas tout à l'heure par exemple des polarités in. Je n'ai jamais dit ça parce que je ne m'en souviens pas, alors que c'est vraiment arrivé. Par exemple, parfois, je n'ai jamais dit ça parce que je n'ai pas dit ça du tout. Est-ce que c'est du gaslighting à ce moment-là? Pas forcément, c'est pour ça que c'est très compliqué. Par contre, la personne a interprété ça, peut-être. Ou peut-être que les mots. Donc, déjà, il y a un travail à faire au niveau de la communication pour tout le monde. Ça évitera une confusion au niveau de tous les mécanismes toxiques. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est du gaslighting, c'est dire je n'ai jamais dit ça ou ça n'a jamais eu lieu lorsque c'est faux, c'est-à-dire que c'est vraiment arrivé ou que ça a été dit ou que l'esprit de ce que vous aviez dit tournait autour de ce que vous reproche la personne. Si vous n'avez pas dit exactement les mots et que pour autant ce qui vous est rendu, ce qui vous est résumé ressemble à ça et que vous dites je n'ai jamais dit ça, vous êtes dans du gaslighting. C'est-à-dire que vous prenez la personne en face de vous pour un con ou pour une conne. En disant, en vous cachant derrière « Ah non, non, ce ne sont pas mes mots. » Oui, c'est pas ok. Voilà, donc le tu inventes, je n'ai jamais dit ça. Tu inventes, c'est toujours du gaslighting. Bon, sauf si en face de vous, vous avez affaire à un mythomane professionnel aussi. Alors, je sais que c'est compliqué d'arriver à faire la part des choses pour ça. Après, soyons honnêtes, c'est compliqué jusqu'à certaines doses parce que les personnes qui génèrent du gaslighting, y compris l'inconscient, à un moment, vous savez ce que vous auriez pu dire, même sous le coup de l'énervement, vous savez à peu près l'essence de ce que vous avez pu reprocher. Minimiser les émotions de l'autre. Alors, oui, minimiser ou invalider. Dire des phrases comme tu exagères, tu es trop sensible, tu es trop susceptible, ce n'est pas si grave, tu as des problèmes, etc. C'est du gaslighting. Une personne exprime quelque chose, exprime qu'elle est blessée ou qu'elle ressent une émotion, en tout cas, alors dans l'exemple là que je vous donne, c'est qu'elle est blessée par un comportement, et vous répondez par exemple « Ah franchement, tu te prends la tête pour rien ». Ça a l'air de rien dit comme ça dans la conversation, c'est complètement du gaslighting. Vous n'êtes pas en train d'écouter la personne, vous êtes en train de la faire taire. Non mais tais-toi, tu te prends la tête pour rien. Là, le petit truc là qui te fait que t'es pas bien et que t'essayes d'exprimer, non mais tu te prends la tête pour rien, moi je veux rien savoir. C'est du gaslighting. Détourner la responsabilité. Par exemple, faire croire que c'est l'autre qui est responsable de vos réactions. C'est pas ok, c'est du gaslighting. Si tu n'avais pas fait ça, je ne me serais pas énervée. Donc, je ne t'aurais pas dit la chose qui t'a blessée. C'est juste dire, dans tous les cas, je suis intouchable, j'ai raison et je ne veux pas écouter ta réalité. C'est de ta faute. Donc, en fait, vous allez toujours renvoyer la balle et détourner la conversation. On n'est pas sur le sujet, par exemple, qui vous est reproché. Le gaslighting, c'est aussi invalider un besoin légitime. Répondre à une demande ou à un besoin exprimé par l'autre en le minimisant ou en le stigmatisant, ça pousse la personne qui a exprimé le besoin à se sentir coupable ou anormale. Donc, je vous donne un exemple que je retrouve très très souvent dans les relations. Lorsqu'une personne vous demande une clarification, parce que peut-être qu'une situation a été confuse ou que quelque chose elle n'a pas compris et que vous allez répondre « Ah non mais tu t'inquiètes pour rien, c'est ridicule, il n'y a pas besoin de clarification, c'était très clair. On est dans du gaslighting. Si quelqu'un exprime un besoin, j'ai besoin de clarification, la moindre des choses, le moindre des respects, c'est de répondre à cette clarification et de ne pas invalider le fait que la personne ait besoin de clarification, tout en lui disant que ce pourquoi elle s'inquiète, ce n'est rien ou que c'est ridicule. C'est du gaslighting.
La déformation de la réalité, insister sur une version des faits qui vous arrange, même si elle est fausse, et surtout qui vous met à votre avantage et au désavantage de l'autre, hein, très souvent. Quand par exemple on peut vous rappeler une promesse que vous avez faite, que vous répondez « Ah non, mais moi j'ai jamais dit que je ferais ça », bon, je m'en souviens pas, etc. Je me souviens pas, donc si je m'en souviens pas, ça n'existe pas. Non, 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 tu confonds, tu dois te tromper de personne, c'est du gaslighting. Je sais que c'est compliqué, j'insiste là-dessus, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a une espèce de balance qui se fait entre quelles sont les fois où je l'ai fait en sachant pertinemment que la personne était dans le juste, gaslighting d'office. Quelles étaient les fois où je l'ai fait alors que j'étais pas sûre que la personne était dans le juste, gaslighting aussi. Quelles sont les fois où je l'ai fait, où j'étais dans mon bon droit et que j'ai essayé de me protéger et qu'après, j'ai quand même essayé de trouver un compromis avec la personne. Là, on n'est pas dans le gaslighting. Mais c'est vrai que lorsqu'on décrit, ça paraît tout mélangé. Donc attention, c'est toujours au niveau du contexte. Vous l'avez vu dans la vidéo sur les impactés, je parle énormément du contexte, ce n'est pas pour rien. Vous, en tout cas, en tant que générateur, je vais quand même vous rappeler que tout besoin exprimé, quel qu'il soit émotionnel, relationnel ou pratique, il mérite d'être entendu et respecté. Vous aurez remarqué que je ne dis pas que tout besoin exprimé, qu'il soit émotionnel, relationnel ou pratique, doit être assouvi. Mais je dis qu'il mérite d'être entendu et respecté. Pratiquer le gaslighting, très souvent, c'est pour ne pas avoir à répondre aux besoins exprimés, mais du coup le gaslighting c'est refuser de l'entendre et de le respecter. On peut tout à fait donc entendre et respecter un besoin exprimé tout en ne l'assouvissant pas parce que ce n'est pas à nous de l'assouvir. Par exemple parce que nous n'en avons pas envie ou parce que nous n'en sommes pas capables ou n'importe quelle autre raison. Bon allez, je vais encore un petit peu compliquer les choses. Déjà que c'est assez compliqué, parce qu'il faut le dire quand même que c'est toujours très simple d'expliquer un comportement toxique vu de l'impacté, parce qu'on parle des impacts. Mais lorsqu'on le fait du côté des générateurs et qu'on essaye justement de nuancer et de voir ce qui peut être, on voit que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je trouve que cette difficulté, elle montre quand même aussi à quel point c'est difficile et à quel point on ne peut pas juste dire personne toxique, personne non toxique. Mais bon, on en reparlera. Alors, il y a un cas particulier, ce que j'ai appelé l'asymétrie méprisante. C'est un cas particulier parce que ça peut exister. L'asymétrie méprisante n'est pas forcément du gaslighting, c'est toxique quoi qu'il arrive. On pourrait mettre l'asymétrie méprisante comme un comportement toxique. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais par contre, on peut utiliser l'asymétrie méprisante pour gaslighter. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'asymétrie méprisante? C'est un cas de gaslighting où, en gros, le but, c'est de discréditer l'autre en remettant en question sa santé mentale, sa stabilité émotionnelle, sa capacité à raisonner de manière cohérente. L'asymétrie méprisante, je parle d'asymétrie en asymétrie en un seul mot, c'est imposer un déséquilibre dans la relation où celui qui l'utilise va se placer en position de supériorité tout en rabaissant l'autre. Dans ce contexte-là, pour savoir si c'est du gaslighting ou pas, les notions de tonalité et de contexte, elles vont jouer un rôle clé, y compris alors dans la symétrie méprisante, il y a aussi donc la tonalité et le contexte. Ça va être aussi intéressant à voir pour savoir est-ce que c'est de l'asymétrie méprisante. Est-ce que là, effectivement, on est dans une asymétrie, mais qui n'est pas méprisante, en fonction de la tonalité et du contexte, pourquoi pas, et des mots qui sont employés. Parce que certaines phrases ou certaines remarques, elles peuvent sembler anodines, elles peuvent être dites pour rigoler aussi parfois, mais dans un cadre conflictuel, avec un ton sarcastique et méprisant, c'est jamais pour rigoler, et donc elle devient là, à ce moment-là, ces phrases-là deviennent des outils de manipulation. Donc je vais vous donner quelques exemples de comportements d'asymétrie méprisante. N'hésitez pas, d'ailleurs, vous pouvez faire ce petit exercice de rajouter en commentaire des phrases que vous avez peut-être entendues d'asymétrie méprisante qu'on pourra peut-être réutiliser et débunker.
Alors, bien évidemment, nous avons le fameux « tu es fou, tu es folle ». Moi, j'appelle ça « t'es le fou du bus, t'es la folle du bus ». Alors, c'est une phrase simple qui est totalement destructrice parce qu'elle invalide immédiatement ce que l'autre ressent ou exprime. Donc, on est d'accord que dans un contexte, dans une situation où on est en train de parler de manière absolument de chill, le ton est bon et agréable, etc. Dire « oh là là, non mais t'es complètement fou, t'es complètement folle, t'es la folle du bus », on est en train de rigoler, il n'y a pas de problème, on n'est pas dans de la symétrie méprisante. Là où ça devient de la symétrie méprisante, c'est si on est dans une situation conflictuelle ou si on est dans une situation de « je veux montrer que je suis supérieur à toi ». Au niveau de l'impact, ça va pousser l'autre à se remettre en question de manière disproportionnée, semant la confusion et le doute. C'est-à-dire à force d'entendre que je suis la folle du bus, peut-être que je vais me poser la question de est-ce que je ne suis pas la folle du bus, par exemple. Dans la même veine, nous avons le fameux « va te faire soigner » qui sera toujours de la symétrie méprisante. Une personne dont on douterait de la santé mentale, on va peut-être lui dire « écoute, tu aurais peut-être besoin de l'aide d'un professionnel, mais va te faire soigner ». Généralement, on peut avoir « tu es fou, tu es folle, virgule, va te faire soigner ». Cette remarque, c'est de la symétrie méprisante et elle est énormément utilisée dans le gaslighting. Elle détourne la conversation en faisant croire que le problème vient entièrement de l'autre et non de la situation ou du comportement dont il était question. Cela humilie la personne et ça la place dans une position défensive. Ce que je remarque aussi, c'est que c'est le genre de phrase qu'on peut dire à des personnes qui sont totalement saines d'esprit, mais aussi à des personnes qui pourraient avoir des troubles. Et très souvent, vous ne savez pas les personnes qui ont des troubles. Et donc, quelque part, c'est la renvoyer à quelque chose, à aller la piquer, alors même que vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça peut avoir. Dans tous les cas, on dit ça à personne, en fait. Va te faire soigner, tu es fou, tu es folle, va te faire soigner. C'est pas OK. Éventuellement, lorsque la discussion est légère et qu'on est sur un ton de rigolade et que c'est dans votre façon de rigoler et que la situation n'est pas conflictuelle, pourquoi pas, on pourrait trouver un contexte où ça passe. Mais dans ce que je vous ai décrit, ça ne passe absolument pas. On va continuer exactement dans la même veine. Je vous donne plusieurs phrases et on pourrait en faire un petit paragraphe de ces phrases. Tu as vraiment un problème mental. Donc c'est une attaque directe sur la stabilité mentale de l'autre qui peut provoquer une grande souffrance émotionnelle. Ça crée un déséquilibre de pouvoir dans la relation. La personne qui parle se place au-dessus de l'autre. Donc là, on n'est même plus sur peut-être la possibilité d'avoir l'idée peut-être d'avoir un problème d'ordre psychologique, psychiatrique, etc. Ça peut être aussi, t'es complètement con, tu sais pas réfléchir. Vous voyez, c'est pas OK. Le fameux « va voir un psy, tu devrais te faire suivre, va te faire suivre », c'est une phrase qui est dite sur un ton sarcastique ou méprisant. Ça devient une arme pour ridiculiser l'autre, pour l'étiqueter comme dérangé. Ça invalide complètement la légitimité des émotions ou des besoins exprimés par l'autre. Donc, on pourrait faire tu es fou, folle, va te faire soigner, t'as vraiment un problème mental, on va voir un psy. On pourrait en faire un remix, je trouve, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend très, très, très souvent. Je pense que l'idée du remix, elle est pas mal par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'une personne a un problème ? Oui, absolument. Surtout dans une situation conflictuelle, surtout dans une situation où peut-être on ne comprend pas l'autre et qu'on n'arrive pas, on est dans des émotions différentes ou quoi que ce soit. On peut tout en fait penser à se dire « wow, je n'arrive pas à accéder à cette personne ». Il peut y avoir en plus, quand on est dans des situations émotionnelles, un petit côté un peu irrationnel, etc. Être dans cette asymétrie méprisante ne vient pas calmer les choses, ne vient pas faire le pont avec l'autre, mais par contre, elle vient gaslighter l'autre personne. Ta réalité n'existe pas, tu es fou. Pourquoi c'est toxique ? Donc, tout simplement parce que ça a des conséquences profondes et destructrices sur les relations, toutes confondues, je vous rappelle. Ça crée du doute de soi, la personne impactée, elle va commencer à croire peut-être qu'elle est réellement folle, instable, inapte, ce qui affecte
sa confiance en elle. C'est un détournement de la responsabilité, c'est-à-dire que l'attention, elle est détournée du problème initial pour se concentrer sur l'attaque personnelle, empêchant toute résolution. C'est-à-dire que généralement, à partir du moment où on retourne la situation là-dedans, non, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, ne me parle pas comme ça, etc. Et on oublie le problème de départ. Gaslighting, pour détournement. Le gaslighting peut être utilisé dans la manipulation. Ça crée un climat de domination parce que la personne qui utilise ces phrases, elle instaure un déséquilibre de pouvoir et elle se place en position de supériorité. C'est pas ok, on est quand même égal à égal. Ça crée une érosion de la sécurité émotionnelle et ça on le retrouve dans beaucoup de relations parce que la personne impactée se sent humiliée, incomprise, non respectée et ça détruit au-delà la confiance en elle, ça détruit la confiance qu'elle a dans le générateur, mais ça détruit aussi la confiance qu'elle a, la confiance et la sécurité qu'elle a dans la relation. Je rajouterais que très souvent, surtout dans la société dans laquelle on a vécu, il y a ce côté un petit peu, vous savez, cet humour, ce sarcasme, etc. Parfois, on peut dire ça pour essayer donc sans intention, pour essayer de faire appel à l'humour, pour essayer de décristalliser la situation. Donc dans ces cas-là, c'est pas du gaslighting, c'est une tentative désespérée de revenir à une communication peut-être un petit peu mieux. Par contre, ça peut être pris pour du gaslighting si lorsque la personne à qui vous dites ça vous exprime que c'est pas drôle du tout et qu'en fait vous continuez systématiquement, à ce moment-là c'est du gaslighting aussi. J'essaye de vous donner plein de nuances. Alors, je vais vous donner autre chose parce que, donc là, j'ai parlé des attaques sur la santé mentale. Donc ça, vraiment, c'est un truc, c'est sociétal. En France, on aime bien se moquer aussi, quelque part, de la santé mentale de nos proches. Mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que j'ai relevé aussi, c'est qu'il y a d'autres versions. Alors, dans l'attaque sur la santé mentale, donc vous avez la personne qui va dire, voilà, je ressens vraiment que ce que tu m'as dit là à tel endroit, c'était blessant. Réponse gaslighting, t'es complètement parano, sérieusement, va te faire soigner. L'impact, la personne impactée se sent immédiatement invalidée, doute de ses propres émotions et en plus, on ne répond pas à son besoin, qui était, j'ai besoin de parler de ce que tu m'as dit initialement était blessant. Bon, maintenant je vais vous faire une version qu'on retrouve très souvent ces dernières années. On va faire la version spirituelle ou éveillée. Donc la personne, j'ai besoin de clarification sur ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi tu as réagi comme ça. La réponse gaslighting, ah oui, mais c'est parce que t'es pas encore assez aligné pour comprendre. Reviens peut-être quand tu seras plus conscient ou consciente. Donc là, on est complètement dans le gaslighting et on le retrouve très souvent dans le milieu dit spirituel, qui n'est pas spirituel du coup. C'est une réponse qui va utiliser un langage pseudo-spirituel pour invalider et rabaisser subtilement l'autre. On n'est pas dans le lien à l'autre, donc on n'est pas dans la spiritualité aussi. On est dans du gaslighting. Je vais vous faire la même en version développement personnel. La personne va venir en disant, voilà, je me sens vraiment mal à cause de ce que tu m'as dit. La réponse gaslighting, ça va être, ah, mais si tu ressens ça, c'est que tu n'as pas encore assez travaillé sur tes blessures. Donc en fait, c'est pas mon problème. Essaye de voir ce que ça fait en toi. Pourquoi est-ce que tu ressens cette émotion? C'est du gaslighting. L'impact, ça détourne la responsabilité, ça culpabilise la victime en la rendant responsable de ses émotions. Donc ici, la coach thérapeute qui travaille avec les émotions, qui a sa dimension holistique et donc spirituelle, va venir un petit peu rajouter des choses. Effectivement, nous ressentons des émotions et nous sommes responsables de notre régulation émotionnelle. Et dans notre régulation émotionnelle, nous avons parfois besoin de la personne avec qui nous a généré des émotions dans une situation, de pouvoir en parler avec elle pour pouvoir réguler cette émotion. Évidemment, chaque personne, elle va ressentir des émotions plus ou moins fortes en fonction de son degré de conscience, ses blessures, etc. C'est une
réalité. Mais lorsqu'une personne vient en disant je me sens vraiment mal à cause de ce que tu m'as dit, ou à cause de ce qui se passe entre nous, ou à cause de cette situation que j'ai mal compris, parce que donc on parle au niveau relationnel, mais on peut aussi le faire au niveau professionnel, au niveau, voilà, c'est à tous les niveaux. Renvoyer à si tu ressens ça, c'est que tu n'es pas, c'est que tu as un problème, c'est que tu n'as pas encore travaillé sur tes blessures, ou c'est que tu es matrixé, hein, par exemple. T'es pas encore assez éveillé, c'est pour ça tu t'es dans la maîtrise, t'es dans toutes ces choses, hein, qu'on peut entendre. On n'est pas dans j'accueille ce que la personne me dit. On est dans oh, je vais détourner ta réalité pour te faire comprendre en fait que ta réalité n'est pas valide. La mienne prévaut sur la tienne. C'est du gaslighting. Alors, je descends mes notes. Quelle est la différence entre un véritable gaslighting et une remarque mal formulée sans intention toxique? Je vais vous donner quelques critères. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la tonalité et le contexte. Si les remarques sont sarcastiques, méprisantes ou jugeantes, elles relèvent probablement du gaslighting. Ah oui, il y a aussi la fausse communication non violente. Je rigole, mais c'est pas drôle. Alors, tonalité ou contexte peut être très sympathique. Je suis désolée que tu ressentes ça. Je suis désolée que tu le prennes comme ça. On peut le dire gentiment, on peut le dire de manière très douce et pseudo-bienveillante. On est dans du gaslighting parce qu'on n'est pas dans « je suis désolée de t'avoir fait ressentir ça ». Ou là, c'est quelque chose d'empathique. Vous voyez ? Donc, il y a la tonalité et le contexte, mais il y a aussi le sens des mots. L'intention. Si l'objectif, c'est de manipuler, d'invalider, de détourner la responsabilité, parce que vous, ça vient vous chercher, d'accord ? Vous êtes dans du gaslighting. Si l'intention, elle est bienveillante et respectueuse, cela peut ne pas en être, avec plutôt, par exemple, le truc de « j'ai envie d'essayer de t'éclairer sur un truc que peut-être tu ne vois pas », par exemple. Si on reprend, par exemple, l'histoire des émotions, en premier, on peut peut-être accueillir et plutôt qu'invalider totalement la personne et son ressenti et la renvoyer à c'est parce que t'as pas assez travaillé sur tes blessures, peut-être que vous pouvez éclairer le truc en disant « Mon Dieu, je suis désolée de t'avoir fait ressentir ça. Qu'est-ce qui a fait que tu ressens ça ?» Et voilà, est-ce que c'est venu te chercher sur quelque chose que je ne connais pas de toi ? Ou peut-être que je connais de toi et je ferai attention la prochaine fois en connaissant ça de toi de ne pas le faire aussi, tout simplement. Alors, on va voir aussi si c'est du gaslighting en fonction de l'impact que ça a sur l'autre. Si la personne en face, elle se sent confuse, rabaissée, qu'elle doute d'elle-même, qu'elle est réduite à une forme de silence qui a un effet toxique, même si l'intention initiale, elle était peut-être pas malveillante, mais elle était plus de vous protéger, si l'impact c'est celui-là, c'est du gaslighting. La remise en question de la santé mentale ou de la légitimité des émotions de quelqu'un, c'est jamais une façon saine de gérer un désaccord ou une émotion. Ces comportements, ils peuvent sembler anodins, défensifs sur le moment, mais ils vont causer des impacts profonds dans les relations. Alors, les cas où par contre ça serait pas du gaslighting, c'est si votre inquiétude sur la santé mentale d'une personne, elle est fondée, exprimée avec bienveillance et respect, et à ce moment-là, il y a une tentative peut-être d'amener cette personne à être accompagnée. Il y a quelque chose de ce côté-là, d'accord ? Ou alors, s'il y a une suggestion d'aide qui est réelle, qui est non sarcastique et qui n'est pas amenée pour détourner la réalité de l'autre. Donc voilà, tout ça, c'était la symétrie méprisante. Elle n'est pas forcément considérée comme du gaslighting, mais elle est utilisée pour gaslighter et dans tous les cas, ça reste, quand c'est pas bienveillant, ça reste asymétrie méprisant, c'est pas bienveillant, c'est un comportement
toxique. Bon, on arrive à la partie de la vidéo qui va pas plaire. Cette vidéo, elle est construite dans le but de vous aider à comprendre vos mécanismes et d'apprendre à les stopper, mais aussi de poser les choses clairement. Alors, je vous invite à écouter avec ouverture d'esprit, avec du recul et avec le rappel de l'intention de cette vidéo. Intention vs impact. L'impact va être un petit peu costaud de ce côté-là, donc mon intention est bonne. L'impact va être un petit peu costaud à court terme, mais à moyen long terme, ça va vous permettre de pouvoir bouger quelque chose. Donc vous voyez que je vous préviens et je prends toute la responsabilité sur cet impact, parce que le but dans cette vidéo, et je ferai ça pour chaque vidéo sur les générateurs, le but est vraiment de vous amener à comprendre que les comportements toxiques, à un moment, dès qu'on en prend conscience, il faut les stopper. Et donc, pour pouvoir les stopper, il faut en prendre conscience. Donc cette partie, voilà, attention, vous pouvez la couper si c'est trop dur pour vous. Ce que je peux entendre, vous pouvez la couper et y revenir plus tard. Voilà, je vous ai fait quand même le warning. On y va tout doux, mais on y va quand même quoi qu'il arrive. Cette partie-là, c'est on ne traite pas les gens comme ça. Il n'y a rien, absolument rien qui justifie un comportement toxique. À partir du moment où vous identifiez que vous avez ce comportement, quelle que soit votre histoire, vos blessures, votre profil, vos peurs, vos croyances limitantes, vos conditionnements, il est de votre responsabilité de déconstruire ce comportement et d'apprendre à gérer les situations autrement. J'insiste vraiment là-dessus, on ne traite pas les gens comme ça. C'est pas une question d'opinion, c'est une question de respect fondamental. Et plus ça se sera entendu, plus il y aura peut-être, j'espère, des effets sur les comportements toxiques, plus on apprendra à ne pas user de comportements toxiques et mieux le monde se portera. Dans toutes les relations humaines, il y a une règle fondamentale qu'on va garder en tête, c'est que quelles que soient nos émotions, nos blessures, nous n'avons pas le droit de traiter les autres de manière irrespectueuse, de manière blessante. Bien évidemment, nos émotions, elles sont valides, elles méritent d'être entendues. Mais ça ne signifie pas que tous les comportements sont acceptables. Il y a une différence entre ce que vous ressentez, ce que vous choisissez de faire avec ces émotions. Et c'est une histoire aussi de respect des autres, c'est-à-dire on ne traite pas les personnes de la manière dont on n'accepterait pas d'être traité. En éducation bienveillante, on dit cette phrase que j'aime beaucoup et qui est très importante dans la façon dont on travaille les émotions, c'est toutes les émotions sont acceptables, pas tous les comportements. Alors ça vient du psychologue M.J. Note, je suis allée faire les recherches parce que j'avais la phrase bien en tête. Donc lui, sa phrase de base, c'était tous les sentiments sont légitimes, mais les comportements ne sont pas tous acceptables. M.J. Note, c'était un professeur et psychologue clinicien qui a orienté sa carrière autour de l'enfant en menant beaucoup de travaux pour élaborer une attitude éducative basée sur le respect mutuel, la compassion et la fixation des limites, bien sûr. C'est exactement de ça qu'il est question ici, donc on ne traite pas les gens comme ça. Alors, on pourrait se cacher encore derrière des arguments tels que je ne pouvais pas m'en empêcher ou je suis comme ça. Mais ces arguments, ils peuvent être entendables jusqu'à un certain degré de conscience. À un moment, ils ne le sont plus. Bien que le gaslighting inconscient ancré soit un automatisme lié au schéma de protection, et ce que j'entends très bien, à un moment, il est temps d'évoluer et il est temps de prendre ses responsabilités. Mon discours ici, il est ferme, il peut paraître jugeant, il est simplement positionné afin de mettre un cadre de sensibilisation pédagogique clair dans mes vidéos.
et dans mes séances de coaching thérapie d'ailleurs. Un cadre sur ce que sont les comportements toxiques réellement, et c'est surtout, je vous rappelle, pour offrir une voie de sortie à ces comportements. Allez, on continue. Je vais me mettre une petite laine parce qu'il fait froid. Vous allez me dire, oui, mais les personnes avec lesquelles nous relationnons, elles peuvent aussi pratiquer le gaslighting, oui, tout à fait. Et puis, souvent, elles vont venir, elles ne sont pas de manière ajustée, etc. Ça peut être une réalité. Dans tous les cas, rien ne justifie qu'on traite une personne avec du gaslighting, à savoir qu'on invalide sa réalité, qu'on invalide son vécu, qu'on invalide sa pensée, qu'on invalide son émotionnel. Rien ne justifie qu'on retourne la situation en essayant de faire prévaloir sa réalité. Très souvent, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 1, je pense que vous vous en rappelez. Très souvent, la réalité, si on se positionne au-dessus, elle est un petit peu du côté des deux personnes, d'accord? Et donc, il faut avoir aussi cet avis. Être dans le gaslighting, si je vous redonne l'exemple du 6 et du 9, ça serait dire, donc vous avez la personne qui dit bah, de mon côté c'est un 6, l'autre personne qui dit bah, de mon côté c'est un 9. Imaginons que le 6 soit l'impacté et que le 9 soit le générateur. Le 6 va dire non, de mon côté, c'est bien un 6. Et le générateur va dire non, quoi qu'il arrive, tu as tort, c'est un 9. Tu ne vois pas bien parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est un 9. C'est-à-dire que le générateur n'essaiera absolument pas de se dire comment ça se fait que de son côté, peut-être qu'il y a un 6. Et donc, c'est quoi qu'il arrive, c'est un 9, ça deviendra un 9. Voilà, si je vous fais une métaphore la plus claire, ça sera celle-là, c'est un 9 et ça restera un 9 et je ne veux rien entendre d'autre que c'est un 9. Bon, bah si on regarde la réalité du haut, donc ça sera plus dans la vidéo 3, on peut voir que c'est un 9 du côté du générateur, mais c'est que c'est un 6 du côté de l'impacté et qu'au final, les deux ont raison et il suffit juste de prendre un petit peu de la hauteur et de voir qu'il peut y avoir des réalités ensemble, même si elles sont différentes. Voilà, là on a fini la partie ultra méga difficile, la partie un peu on pose les choses brutalement et c'est grosso modo le gaslighting c'est pas bien. Oui, le gaslighting c'est pas bien. Bon, voilà, comme je vous ai dit, le but n'était pas de culpabiliser, donc maintenant on va venir à autre chose. Alors cette partie-là, elle va être un petit peu stressante, elle est moins difficile mais elle est un petit peu stressante parce que je vais vous parler des conséquences destructrices du gaslighting, pas du côté des impactés parce que ça on l'a vu dans la vidéo numéro 1. Et donc on a vu à quel point les impacts ils étaient dévastateurs pour les impactés. C'était des impacts mentaux, émotionnels, physiologiques. Ces impacts ils sont réels, ils sont mesurables et il est important, je suis obligée de le répéter dans cette vidéo pour les générateurs, il est important de prendre toute cette mesure. Indépendamment des actions non ajustées, des impacts à votre égard, dans cette vidéo, on n'est pas sur de l'arbitrage entre générateur et impacté, on est plutôt sur la mise en lumière de ce qu'est le gaslighting et ses effets néfastes. Au-delà de ces conséquences-là, qui sont déjà terribles, il existe des conséquences réelles et mesurables du gaslighting vécu chez les générateurs qui très souvent, donc elles ne sont pas évidentes à court terme, elles finissent inévitablement par se manifester à moyen long terme et elles peuvent être absolument désastreuses pour le générateur. Mais, alors ces conséquences-là sont la conséquence des conséquences pour les impactés. Donc j'aimerais bien vous amener aussi les liens de cause à effet, c'est-à-dire la génération de... Oui, c'est ça, la génération. La génération de gaslighting entraîne un impact
sur les impactés, des impacts absolument destructeurs qui amènent ces impactés à potentiellement aussi prendre des décisions pour se protéger, pour se réparer, pour se reconstruire, qui vont avoir des conséquences sur le générateur. Donc si on remet tout bout à bout, générateur, on ne peut pas aller effacer ce que vous avez vécu avant et le pourquoi vous avez des comportements toxiques, mais c'est de votre côté à vous qu'on peut couper la suite. Alors, quelles sont ces conséquences pour vous ? En premier, on va parler de la perte de confiance et de respect. Parce que lorsqu'un générateur pratique du gaslighting, il détruit inévitablement la confiance que les autres vont avoir en lui. Les relations qui sont basées sur la manipulation ne sont jamais saines ni durables. Et donc, le gaslighting est une manipulation, même s'il n'y a pas l'intention de manipulation de base. À force de manipuler les perceptions et le narratif de la réalité et les émotions des autres, le générateur se fait percevoir comme quelqu'un de peu fiable et de dangereux émotionnellement. Il perd le respect peu à peu des personnes qu'il gaslight et même si elles ne vont pas le confronter immédiatement, voire même peut-être jamais, ou alors elles vont essayer de le confronter jusqu'à un moment, jusqu'à un épuisement et elles vont lâcher l'affaire complètement. La perte de respect et la perte de confiance, elle est là. Je vais vous donner un exemple. Quand vous pratiquez le gaslighting, les gens ils finissent par voir votre comportement pour ce qu'il est. C'est sur la durée que ça se fait. Et qu'est-ce que c'est que le gaslighting ? C'est une tentative de contrôle. Donc, ça prend du temps. Peut-être que vous vous en rendez pas encore compte, mais vous avez peut-être déjà dû, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, vous avez peut-être déjà dû observer des conséquences comme la perte de confiance en vous par les autres personnes. Vous pouvez peut-être même en souffrir, mais tout simplement, les gens ne se sentent plus en sécurité avec vous. On va avoir aussi donc des relations fragilisées ou perdues. Ça crée un environnement toxique, le gaslighting, il faut pas se leurrer, quelles que soient les relations. Alors bon, dans les relations professionnelles ou les relations où on est un petit peu à distance, on peut arriver à trouver des façons de continuer peut-être à relationner. Dans les relations sentimentales ou les relations de proximité, ça devient très compliqué. Donc du coup, que vont faire les personnes impactées ? Elles vont finir, si vous ne changez pas ou si vous n'êtes pas dans la démarche de modifier ce comportement, les personnes que vous appréciez, les personnes autour de vous, les personnes que vous gaslightez vont finir par s'éloigner dès qu'elles réalisent ce qui se passe et surtout lorsqu'elles voient leur impuissance face à ça. Parce que les personnes impactées, on l'a vu dans la première vidéo, elles peuvent apprendre à ne plus alimenter le gaslighting, elles peuvent apprendre à se protéger, se réparer, se reconstruire. Elles ne peuvent pas faire le job à votre place. Donc, si elles voient à un moment que vous continuez malgré tout ce qu'elles ont mis en place, elles vont se barrer et elles auront raison. Et ça, il faut savoir l'entendre aussi. Elles vont aussi peut-être parfois aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aller donc dans l'éloignement, mais on peut aller aussi totalement dans la rupture de lien. Pour préserver leur santé mentale, ça s'entend à un moment parce que on peut pas rester indéfiniment dans une relation où on se sent maltraité. Et le gaslighting est une maltraitance psychologique. Ça va laisser souvent le générateur dans une position d'isolement ou entouré de relations superficielles parce qu'à un moment, il n'y a plus de connexion et de sincérité, c'est plus possible. Le gaslighting, ça vous donne en tant que générateur un sentiment de contrôle temporaire, surtout que c'est fait pour quelque part tenir le cap par rapport à tout ce que vous ressentez. Mais à long terme, ça dégrade trop les relations
Les gens, ils veulent pas rester proches de quelqu'un qui manipule ou de quelqu'un qui joue avec la perception de la réalité. Et forcément, ils finissent par partir, par se protéger émotionnellement. Ils peuvent rester physiquement présents, mais ils ne sont plus dans la même intention de connexion, ils sont sur leur garde. Ça va amener aussi, et ça va avec, une perte d'amour et d'intimité. Parce que bah voilà, l'intimité émotionnelle, c'est cette connexion dont je vous parlais à peine. Alors, que ce soit amoureux, familial, amical, parce que ben, vous empêchez une communication honnête et authentique. Les personnes face à vous, elles sont obligées de marcher sur des œufs. Ça crée un fossé émotionnel. Puis il y a vraiment la perte de confiance. C'est terrible. L'idée de ne plus se sentir en sécurité émotionnellement dans une relation, quelle qu'elle soit, la perte de confiance qui en découle, c'est absolument terrible. Et l'amour ne suffit pas, l'amour ou l'attachement ou l'amitié, ça ne suffit pas. Et donc le fossé émotionnel, il se crée, mais le fossé émotionnel, vous le créez avec votre pelle, hein, vraiment. Il se crée peu à peu dans la relation. Il n'y a plus aucune sécurité pour la personne impactée, elle va plus exprimer ses émotions, ses pensées, vous allez l'invalider quoi qu'il arrive et vous allez imposer votre réalité. Elle va, bon après il y a les impacts physiologiques aussi hein, qu'on a vu dans la première vidéo. Et puis donc bah, vous avez la personne impactée, bah, ça va rentrer dans un enchaînement de conséquences qui va être dans une hypervigilance et qui va de plus en plus se protéger et penser de plus en plus à elle et se renfermer dans un espèce de cocon plutôt que d'être dans le lien. Elle va être sur le qui-vive tout le temps et à un moment, elle va finir par couper. Je sais que c'est compliqué, ça me peine pour vous parce que je sais que pour avoir eu des personnes en séance qui étaient générateurs de gaslighting, plus ou moins conscients, d'accord, je sais ce que c'est le moment où vous vivez ces conséquences-là. C'est absolument terrible. Parfois c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire pour ces relations, en tout cas. Parfois, non, c'est aussi le pourquoi de toutes ces vidéos. Mais vraiment, il faut comprendre que vous ne pouvez pas gaslighter quelqu'un ou des gens et espérer en même temps qu'on vous aime de manière sincère et fluide. C'est absolument pas possible. C'est de l'auto-sabotage aussi, le gaslighting. Ça détruit l'amour, ça s'oppose directement à la confiance, à l'authenticité, qui sont les bases d'une relation saine ou d'un partenariat, hein, du coup. Il y a aussi l'effet boomerang émotionnel. Donc, à force de gaslighter les gens, le générateur peut aussi se perdre dans ses propres manipulations, dans ses altérations de la réalité. À force de jouer avec la réalité des autres, il devient difficile pour lui de maintenir une perception claire et honnête de ses propres émotions, de ses propres motivations, des situations aussi. Ça crée un sentiment d'isolement émotionnel qui est absolument terrible. Parce que ça devient difficile d'aller se connecter sincèrement aux autres, puis ça peut venir en plus appuyer avec tout ce que je vous ai expliqué, ça peut venir appuyer encore plus sur votre blessure, par exemple la blessure de rejet dans ces cas-là, elle va être terrible parce que vous allez la ressentir par les autres d'autant plus, donc ce dont vous vouliez vous protéger en utilisant le gaslighting va vous être renvoyé, mais vraiment comme un boomerang. Il y a aussi que le besoin de contrôle et de gaslighting, ça va générer un stress émotionnel, une culpabilité refoulée ou évitée. Ça peut renforcer les schémas de dissociation très très fort parce que une espèce d'accablement, une submersion émotionnelle de toutes les émotions négatives à votre égard que vous allez ressentir de vous à vous, c'est terrible. Et donc, voilà, à force, il y a une espèce de cercle vicieux, voire de tourbillon vicieux et d'enfermement. Il y a aussi une espèce de perte de crédibilité et une réputation ternie.
Parce que les gens, ils parlent entre eux. Ils parlent de leurs expériences aussi difficiles. Et à un moment, le gaslighting, plus on avance et plus il devient visible. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme, hein. Et le problème, c'est que plus il devient visible, plus les gens vont parler entre eux. Et donc, votre réputation, elle va être ternie à juste titre. Là où on a plutôt tendance à essayer de se sortir quelque part du regard des autres, hein, pour pouvoir avancer, là, à un moment, lorsque on parle de la réputation à juste titre, c'est difficile après, hein, de se sortir du regard des autres. Ça va avoir, du coup, pour les générateurs, hein, que vous êtes des conséquences sociales importantes. Comme tout simplement la base de la base, être perçu comme une personne manipulatrice ou toxique. Ça va être difficile aussi d'établir de nouvelles relations parce que les gens vont commencer à se méfier, surtout s'ils parlent, surtout s'il y a une espèce de bouche à oreille toxique qui se fait là-dessus. Moi là-dessus, et c'est le pourquoi de ces vidéos, ce que j'observe en plus aujourd'hui, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on étiquette personne toxique, personne saine, personne qui travaille sur elle, personne toxique, etc. Et donc aujourd'hui, le gaslighting c'est complètement pointé du doigt. En même temps, vous avez vu à quel point, pardon, mais c'est merdique. Et donc aujourd'hui, il y a une espèce de parole qui est libérée par rapport à ça depuis quand même pas mal de temps, mais ça commence à faire parce que les impactés en souffrent vraiment, ça peut détruire des vies. Et donc, c'est vrai que jusqu'à présent, le plus gros du travail, c'était de pouvoir protéger les personnes qui étaient impactées parce que c'est injuste de vivre ça, vraiment. De les amener à se réparer, il y a eu tout un travail et c'est très gros d'amener une personne et donc vous y compris, hein, du coup, c'est très difficile le travail de réparation, de reconstruction d'une personne. Amener une personne à se protéger aussi de tout ce qu'il peut y avoir, c'est quand même un travail qui est long. Et donc ce travail-là, quelque part, pour aussi, on va dire, le prévenir, parce que lorsqu'on fait ce travail, c'est que le mal a été déjà fait. Donc pour essayer de prévenir le plus possible, on va alerter sur les comportements de gaslighting. Attention, ça c'est du gaslighting. Attention, ça, ce que vous ressentez, c'est tout à fait normal. Non, vous n'êtes pas fou. Oui, votre réalité existe et ce comportement est toxique. Mais à force de le pointer du doigt, ce qui va se passer, c'est que vous êtes pointé du doigt en tant que personne. Ce que j'essaye de déconstruire. Parce que en ayant un nombre de personnes qui de base ne viennent pas me voir pour ça, généralement elles viennent me voir parce qu'elles sont en souffrance. C'est-à-dire, je n'arrive plus à vivre dans cette vie, tout s'acharne contre moi, les personnes ne me comprennent pas, j'ai du mal dans mes relations, je n'arrive plus à comprendre cette relation qui me fait souffrir, etc. Ces relations avec mes parents, mes relations professionnelles, je me sens rejetée, je me sens incomprise, etc. Donc ça, c'est n'importe quelle problématique de vie. J'ai vécu avec des personnes toxiques, etc. Généralement, on me contacte essentiellement pour ça. Lorsqu'on creuse, on peut s'apercevoir, oui, au final, tu es en train de vivre des conséquences de tes comportements de merde. Il y en a beaucoup, et je vous le dis comme ça, de manière brutale, parce qu'à un moment, il faut l'entendre. Et c'est d'une souffrance atroce. Alors bien évidemment, en séance, je vais prendre mes gants par rapport à ça, et vous pouvez le voir dans cette vidéo, c'est-à-dire que autant je suis brutale sur, oui, c'est une réalité, autant je vous explique le pourquoi du comment, je vous donne les pistes pour vous en sortir, et je vous rappelle que j'ai bien la notion de l'intention et de l'impact, d'accord? Donc oui, ok tout ça, mais il y a une souffrance. Et votre souffrance, à un moment, pour éviter de souffrir, vous faites souffrir des personnes et ensuite vous allez encore plus souffrir. Tout ça, vous y perdez et oui, c'est absolument terrible. Je reviendrai sur cette histoire de personnes toxiques et comportements toxiques. Il y a aussi
il faut le prendre en compte des impacts physiologiques. C'est-à-dire qu'à force de cette souffrance, lorsque vraiment tout s'effondre pour vous, vous allez avoir aussi des impacts physiologiques du stress, d'une espèce de tension dans votre corps, des tensions musculaires. Il peut y avoir aussi une somatisation de ce que vous vivez. Des mots physiques aussi importants. Alors, je voudrais refaire un point sur la différenciation entre comportement et personne. Je savais que les vidéos rouges, elles allaient être compliquées. Alors, on va respirer. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a une histoire de valeur dedans. Mon approche, c'est de différencier les comportements toxiques d'une personne toxique. Et j'y crois fondamentalement. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit, attention, je m'adresse par exemple aux personnes qui ont des comportements toxiques, mais pas par exemple aux pervers narcissiques. Je fais déjà une distinction par rapport à ça. Différencier les comportements toxiques d'une personne toxique, par exemple, déjà rien que là, pour moi, les pervers narcissiques sont des personnes toxiques. Voilà, alors on sait que pas tout le monde reconnaît le pervers narcissique, on sait que par exemple dans le DSM-5 il n'y est pas, on sait pour autant qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le reconnaître. J'insiste là-dessus d'ailleurs, juste pour information, pour ceux qui ne savent pas trop, faudra peut-être que je fasse une vidéo là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez, mais les pervers narcissiques ne sont pas les personnes qui ont le trouble de la personnalité narcissique, hein. J'insiste là-dessus. Ni les personnes qui ont des failles narcissiques, puisque nous en avons tous aussi, à plus ou moins grosse dose, que c'est un spectre aussi. Donc non, pervers narcissique, c'est pas ça. Pervers narcissique, triade noire. Alors, mais je reviendrai sûrement dessus. Donc déjà, voilà, différencier la personne de ses comportements. Oui, c'est mon approche, c'est le pourquoi de ces vidéos, mais c'est pour ça que je suis en galère là sur cette partie-là. Il faut que j'insiste sur un point. C'est que déjà différencier la personne de son comportement, c'est pas un totem d'immunité. Tout comportement toxique, il a des conséquences. Quel que soit le comportement toxique, il a des conséquences. Et vous avez vu que je suis assez ferme sur le comportement toxique. Par contre, pour moi, cela ne définit pas forcément, je crois que c'est là qu'est la nuance, forcément, la valeur d'une personne. Alors, ça ne définit pas la valeur d'une personne si et seulement si la personne est dans la volonté de réparer dans la volonté de reconnaître son erreur, de réparer son erreur, de s'améliorer et de stopper le comportement toxique. À ce moment-là, quand on a ces conditions réunies, la valeur d'une personne n'est pas définie par ses comportements toxiques et donc on est sur une personne qui a des comportements toxiques. Dans ce cas-là, vraiment, on va pouvoir différencier la personne de ses comportements pour pouvoir isoler le comportement et ouvrir le mécanisme pour pouvoir quelque part le défaire. Ça voudrait dire, si vous êtes dans ces cas-là, d'accord, donc la volonté de reconnaître, de réparer, de s'améliorer et de stopper, dans ces cas-là, vous n'êtes pas une personne toxique parce que vous avez des comportements toxiques, mais vous êtes une personne qui a des mauvais comportements. Par contre, on va un petit peu nuancer, au moment où, chaque fois que vous avez eu ces comportements toxiques, vous avez été toxique pour quelqu'un. Voilà. Je m'en suis sortie. Je crois que j'ai refait 4 ou 5 fois la prise, hein, peut-être tellement c'était dur à sortir. Alors, continuez à répéter ces comportements toxiques ou à faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Moi, ça ne serait pas du gaslighting, ça, par hasard. Ça vous rendrait sur la durée une personne toxique. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez être
cette personne qui a des mauvais comportements et donc être une personne en galère qui a des comportements toxiques, si vous perdurez en connaissance de cause, mais bien évidemment que vous devenez une personne toxique, c'est évident. Il y a une nuance, j'espère, même il y en a plusieurs, j'espère que vous l'avez saisi. C'est un petit peu difficile parce que, déjà parce qu'il y a une histoire de valeur, forcément, il y a mes biais à moi là-dedans. J'ai fait en sorte de ne pas m'adresser aux personnes toxiques. Après, il y a aussi une échelle de valeur. Il y a des comportements toxiques qui ne font pas, donc ceux dont je vous ai parlé, qui ne font pas de vous une personne toxique. Il y a des comportements toxiques qui font de vous une personne toxique ou déviante, comme par exemple, si on prend les meurtres, les agressions sexuelles, les agressions sur enfants, vous êtes une personne toxique, bien évidemment. Bien évidemment. Dur à poser, hein. Dur à poser. Alors, on va rester sur le fait de différencier la personne et les comportements. Donc, ce qui est mon approche, et vous avez compris toutes les nuances, j'espère. C'est une invitation à changer. Vous n'êtes pas vos erreurs passées, mais vous êtes responsable de ce que vous faites à partir de maintenant et vous avez un pouvoir de reconnaître, de réparer, de vous améliorer et de stopper vos comportements. On arrive enfin à la dernière partie de cette vidéo. À ce stade, j'espère que vous aurez un peu plus de compréhension sur le gaslighting et sur sa toxicité. Je vous rappelle donc que dans cette vidéo, nous traitons essentiellement des deux premiers types de gaslighting, à savoir le gaslighting ponctuel en cas de crise à chaud, qui se règle assez facilement et qui n'est pas toxique sur le long terme s'il est réglé en sortie de crise et si un regard est mis dessus pour essayer de ne plus utiliser ce mécanisme. Et le gaslighting plus problématique, à savoir celui qui est ancré et inconscient, qui à terme est extrêmement toxique. En tant que générateur de ce type-là, et avec toute la dimension inconsciente qu'il possède, vous pourriez dans un premier temps avoir tendance à vous dire « Oh bah ça va, je génère du gaslighting comme tout le monde, quoi ». Donc le premier type. Ça s'explique, en plus les personnes en face de moi elles le font aussi, donc c'est pas de ma faute, je suis impactée aussi, etc. etc. Vous pouvez dire c'est juste une réaction à ce que les personnes causent, etc. etc. Mais si vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici, peut-être qu'il y a une petite voix inconfortable là qui vient vous dire au fond que vous savez pertinemment que vous en générez bien plus que ce que vous pensez. Alors, comment savoir ? En premier lieu, observez les personnes autour de vous. Est-ce qu'elles peuvent vous parler de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles vivent à votre contact ? Est-ce que vous acceptez facilement les reproches ? C'est jamais agréable, les reproches pour personne, qu'on soit bien d'accord. C'est très dur d'entendre des reproches, mais comment est-ce que vous réagissez aux reproches ? Est-ce que vous arrivez à être dans l'ouverture et l'accueil des personnes, des situations, de ce qu'elles vivent ? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir des faits et des mots dits dans des situations d'émotion et de stress intense ? Est-ce qu'il vous arrive, lors de différends, à trouver un compromis qui satisfasse tout le monde ? Ou est-ce que vous avez la sensation que dans ces cas-là, il doit y avoir un gagnant et un perdant à la discussion ? Tout ce genre de questions, ça peut vous donner des indications sur votre niveau de génération de gaslighting. Mais au final, c'est pas très important et je vais vous expliquer pourquoi. Que vous abordiez le gaslighting en vous disant que vous générez un gaslighting ponctuel, commun, c'est pas un problème. Si dès à présent, vous décidez d'avoir un regard et d'acter un changement. Parce que même le gaslighting ponctuel, donc commun, doit être stoppé dès qu'il est vu, dès qu'il est observé. Donc, chaque personne a un regard à avoir sur le gaslighting. Donc, imaginons que vous ayez un mécanisme ancré et inconscient, d'accord ? Ce qui est extrêmement toxique, que vous ayez du mal à le reconnaître parce que c'est inconscient,
ou en tout cas le pourquoi du comment, et que ce soit plus facile pour vous de vous dire que vous êtes plutôt dans le gaslighting ponctuel, on s'en fout du moment que vous commencez le travail. Tout va bien, en commençant le travail, vous allez arriver à défaire les comportements. D'accord ? Mettre en lumière le comportement, accepter de reconnaître qu'il est toxique, même si c'est du gaslighting ponctuel commun, vous l'aurez compris, l'observer et vouloir le stopper le plus possible, c'est un énorme premier pas. Et c'est donc le but de mes vidéos, permettre une ouverture là-dessus. Prendre conscience et avoir la volonté de faire, c'est une chose. Maintenant, il s'agit de passer à l'action, bien évidemment, pour pouvoir déconstruire ces comportements et apprendre à agir autrement. C'est un chemin qui demande du temps, idéalement un accompagnement professionnel, mais il est absolument possible de changer en se rééduquant. Si vous le souhaitez, je vous invite à venir travailler avec moi en consultation de coaching thérapie pour faire ça. Et donc, si vous venez travailler avec moi, vous aurez aussi accès à la vidéo numéro 5 qui sera en contenu premium et qui vous donnera des outils pour justement ne plus générer de gaslighting le plus possible. Mais je vais déjà vous donner ici quelques pistes de travail pour que vous puissiez faire ça seul si vous n'êtes pas prêt à du coaching thérapie. Mais voilà, pour vous donner aussi, peut-être aussi pour démarrer. À la base, c'est de comprendre le pourquoi et je vous ai donné pas mal de pistes. Nous avons vu précédemment d'où peut venir ce comportement, comme les schémas appris dans l'enfance, la peur du rejet, la peur de perte de contrôle, le manque de régulation et d'outils émotionnels. Ces compréhensions, elles sont fondamentales. Alors, non pas pour vous justifier, il faut surtout ne jamais vous arrêter là sur les compréhensions, mais c'est juste pour comprendre et trouver le point de départ pour travailler dessus. Souvent, les personnes, quels que soient les comportements, tout problème confondu, souvent les personnes, elles font un premier travail de mise en lumière des schémas et de comprendre le pourquoi, et elles s'arrêtent à cet endroit-là, alors qu'en fait, c'est ici que le travail démarre. La déconstruction des schémas, des conditionnements, des croyances limitantes et réapprentissage émotionnel, ça part de comprendre le pourquoi. Ensuite, on passe à développer une conscience de soi et de ses comportements. Alors, l'individuation, vous savez, le travail que je propose à travers le spectre de l'attachement et des polarités, c'est développer aussi la conscience de soi et de ses comportements. Donc, c'est aussi surveiller vos paroles et vos réactions quand vous vivez une situation tendue. Avant peut-être de répondre pour juste répondre, vous pouvez peut-être essayer de faire une pause et vous demander: est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que ça respecte la perception de l'autre ou est-ce que j'essaye de gagner la conversation ? Soyez attentif aux signaux des autres. Si quelqu'un semble confus, blessé, en colère après vos paroles, demandez-vous si vous avez pu minimiser ses émotions ou manipuler ses perceptions. Alors attention, parce que développer la conscience de soi n'est absolument pas s'adapter ou se suradapter, ce sont des mécanismes qui à un moment deviennent néfastes pour vous. Il y a une adaptation dans la relation à l'autre, quoi qu'il arrive, une suradaptation, non, c'est ce qui nous fait du mal. Et donc ça ne veut pas dire forcément se sacrifier dans la relation. Ça, on l'apprend en séance. Débunker en séance aussi. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de noter les moments où vous avez peut-être la sensation d'avoir manipulé ou d'avoir gaslighté ou de ne pas avoir respecté l'expérience de quelqu'un en face de vous. Ça vous permet d'analyser ce qui s'est passé en séance de coaching thérapie. Comme ça permet de comprendre où sont vos déclencheurs personnels et ce que vous auriez pu faire différemment, et donc ce que vous pouvez tenter de faire. Vous avez un petit peu vos mémos mentaux, pour la prochaine fois que ce genre de situation pourrait vous arriver. Il y a aussi, bien évidemment, comme pour tout travail, la rééducation émotionnelle. Le gaslighting, on l'a vu, c'est souvent lié à une incapacité à gérer certaines émotions négatives, comme la peur, la colère, l'insécurité, la culpabilité, la honte, etc. Et aujourd'hui,
et j'insisterai toujours là-dessus, il y a une réalité sociétale, c'est que la dimension émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, l'apprentissage émotionnel, c'est encore trop récent. On est des billes là-dedans. Les adultes que nous sommes, que ce soit la génération X, la génération Y et même la Gen Z, on est encore trop sous le coup d'une éducation qui n'est pas axée sur la régulation émotionnelle, mais plus sur la répression, l'évitement et les réactions excessives de débordement. Donc, on peut dès à présent changer ça en se reconnectant à notre vie émotionnelle. C'est tout en apprentissage et en le transmettant, d'accord ? Les émotions ne justifient pas nos comportements, mais apprendre à les gérer nous permet de répondre avec respect. Pratiquer une communication respectueuse et bienveillante. Je vous parlerai de communication non violente. Malheureusement, moi, ce que j'ai observé, je préfère parler de communication consciente parce que malheureusement, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une espèce de détournement de la communication non violente pour gaslighter. D'ailleurs, très souvent, on en a parlé un petit peu plus haut. Donc, je vous parlerai plutôt de communication consciente, communication respectueuse et bienveillante. Ça peut être poli et gentil, ce n'est pas pour autant bienveillant, d'accord ? Donc, cette communication-là, c'est une écoute active. Au lieu de chercher à convaincre ou à prouver ou à corriger la perception de l'autre, c'est de se concentrer sur ce qu'il exprime, il ou elle. Essayer de valider ses émotions, ses ressentis, son vécu. Je comprends que tu ressentes ça, ou alors je ne comprends pas que tu sentes ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il me manque ? Vous voyez, c'est formuler aussi des besoins. J'en viens à exprimer vos besoins sans contrôler. Si vous avez des besoins ou des désaccords, essayez de les formuler toujours de manière honnête et non accusatrice. Je ressens ça, j'ai besoin de... Pour cela, et je le vois en séance de coaching thérapie, pour pouvoir être en capacité d'exprimer ses besoins sans contrôler, il faut déjà être en capacité de connaître ses besoins et être en capacité d'oser exprimer ses besoins, ce qui est déjà compliqué. C'est d'apprendre à accepter la réalité de l'autre. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec la perception de quelqu'un pour respecter cette personne. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec sa perception. Et en même temps, vous pouvez garder votre perception en validant la sienne. C'est un petit peu ce qu'on avait vu pour les impacter dans les pistes de travail pour eux. C'est quelque part, c'est essayer d'accepter ces deux réalités, le 6 et le 9. La communication honnête et respectueuse, c'est le socle des relations saines. Ça demande de lâcher le besoin de contrôle et d'apprendre à écouter réellement. Alors par contre, c'est quelque chose qui n'est pas parfait. Nous ne sommes pas des robots, mais c'est quelque chose qui se fait petit à petit, qui devient aussi un automatisme. Si vous souhaitez travailler ça, vous savez aussi qu'on le fait en séance. Changer, c'est un chemin qui demande du temps. Vous n'avez pas à le faire seul. Se rééduquer, c'est un processus complexe qui est beaucoup plus efficace lorsqu'il est accompagné par un professionnel. Moi, j'insisterai toujours sur quelque chose, c'est sur le temps que ça prend. Gare aux solutions miracles, et les solutions miracles, ça ne marche pas sur des processus aussi longs. Si vous êtes prêt à entamer ce travail en profondeur, moi je vous invite bien évidemment à me rejoindre en séance de coaching thérapie. Ensemble, on pourra explorer vos comportements avec bienveillance, mettre en place des outils concrets pour vous aider à évoluer. Par contre, ce travail, il demande du courage. Il est accessible à ceux qui souhaitent changer. Par contre, et c'est aussi ce que vous pouvez voir dans les vidéos, vous connaissez mon ton, vous connaissez ce côté implacable sur le comportement est toxique, merdique même. Si ça vous va et si vous avez envie de tenter l'aventure et si vous souhaitez enfin stopper ces comportements toxiques, je vous donne rendez-vous en séance. Sinon, au-delà de ça, j'espère que ces supports pourront vous aider. En tout cas, n'hésitez pas peut-être à commenter, à poser des questions par rapport à ça. Je vous donne bien sûr rendez-vous pour la vidéo 3 qui sera donc la vidéo 3 sur le gaslighting.
qui sera une vidéo donc axée plus sur la dimension thérapeutique du gaslighting, donc une vue un peu plus large qui prend vraiment les deux, c'est-à-dire impacté et générateur, et surtout avec le but de faire le pont entre les deux et d'amener à une forme de compromis. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien, bye bye.